Occasion pour dénoncer la corruption de l'équipe en place. Depuis 2020, il est aussi député. La victoire de Tomašević montre l'intérêt croissant pour l'écologie dans la région, mais s'inscrit aussi dans une vague de renouvellement politique. Après le gouvernement au Monténégro, les mairies de Sarajevo et de Banja Luka en Bosnie, le Kosovo, les anciens politiciens nationalistes et corrompus semblent peu à peu céder la place dans les Balkans. Laurent Rouy, Belgrade, RFI. Son audition doit durer 5 jours. Carlos Ghosn va être entendu par des enquêteurs français à partir d'aujourd'hui. Une première depuis le début des poursuites contre l'ancien patron du groupe Renault-Nissan et depuis sa fuite du Japon. Une délégation de magistrats et d'enquêteurs est donc attendue à Beyrouth, au Liban et à Al-Tinazaj. Ils souhaitent entendre Carlos Ghosn sur de nombreuses affaires. La justice française soupçonne Carlos Ghosn d'avoir organisé 2 soirées privées au château de Versailles, dont l'une pour l'anniversaire de sa femme. Il aurait profité d'une convention de mécénat signée par Renault et l'établissement qui gère le palais. Les juges s'intéressent également à une autre affaire, celle d'un transfert douteux de plusieurs millions d'euros entre la filiale néerlandaise incarnant l'Alliance automobile et le distributeur de Renault à Oman, Souhail Bawan. Autre élément a suscité des soupçons, des prestations de conseil payées par la filiale néerlandaise au criminologue Alain Bauer ou encore à Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris. Carlos Ghosn fait l'objet d'un mandat d'arrêt d'Interpol. Après avoir fui le Japon, pour éviter d'être interpellé, il s'est réfugié au Liban, dont il possède la nationalité. Or, le pays du Cèdre n'extrade pas ses ressortissants. Al-Tinazaj et puis la Copa América sans pays hôte à 2 semaines du coup d'envoi. La CONMEBOL, l'organisateur, a annoncé que l'Argentine n'était pas en mesure d'accueillir l'événement en raison de la pandémie. 6h12 ici à Paris et vous retrouvez Arnaud Pontus pour RFI Matin. Merci à vous Grégory Lesca, à tout à l'heure. RFI Matin, toute l'actualité de ce lundi 31 mai 2021 avec Nathalie Amar, l'ensemble de la rédaction jusqu'à 10h de Paris. À la une, le Mali suspendu de la CEDEAO, le pays est temporairement exclu des instances de l'institution d'Afrique de l'Ouest. Réaction après le coup de force des militaires. Lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO, les chefs d'État ne sont pas allés plus loin. Analyse à suivre de notre invité Afrique tout à l'heure, le fondateur du think tank Africa Jeunes Center, expert indépendant de l'ONU pour les droits de l'homme au Mali, Alioune Tine. Je pense que c'est le moins que la CEDEAO peut faire par rapport à la situation du Mali et surtout à ce qu'on considère comme un double coup d'État dans la transition. Je ne suis pas surpris parce que la CEDEAO est face à un dilemme. Le Mali n'a qu'une institution, le gouvernement de la transition, et effectivement, il faut ménager cette structure pour que ça continue. Alioune Tine, notre invité Afrique avec Charlotte Cosset, entretien à suivre dans une demi-heure sur RFI à tout moment sur RFI.fr. Également à la une de l'actualité Israël, Naftali Bennett, le chef de file de la droite radicale, proche des colons, a annoncé hier soir son intention de former un gouvernement dit d'union et du changement. Gouvernement avec le centriste Yair Lapid pour constituer une équipe. Le chef du centre israélien doit réunir le soutien de 61 députés. On fera le point dans nos éditions. À suivre encore sur RFI, grand reportage en forme de déambulation dans les rues de Brazzaville aujourd'hui. Les portraits du Congo, 100 ans d'histoire, de mémoire photographique. C'est une exposition inédite qui montre dans les rues de la capitale un siècle d'histoire, un siècle de photos collectées auprès des familles congolaises ou des étrangers de passage. Pour nous, c'était important d'associer toutes les générations. Sur 100 ans, effectivement, le gros des photos, c'est 1920 à 2020, mais nous avons donc des photos assez rares, des années 20, de 1905, 1910, et puis la plus vieille photo, comme je disais tout à l'heure, c'est une photo de 1896. Alors on voit des commerçants, dont l'un d'entre eux s'appelle M. Sersan, établi à Libreville. C'était des commerçants qui faisaient souvent la navette entre Pointe-Noire, Luango et Libreville. Congo-Brazzaville, le pays revit 100 ans de son histoire à travers une exposition photo. C'est le grand reportage du jour signé Loïcia Martial à retrouver sur RFI et RFI.fr. Et nous prenons maintenant la direction de la Suède pour rencontrer des femmes qui ont décidé de surmonter les préjugés, les traditions et les codes sociaux de leur pays d'origine pour retrouver leur liberté. Ces femmes sont immigrées, elles veulent apprendre à faire du vélo, ce qui n'était pas possible dans leur pays d'origine. Notre correspondant Frédéric Faux s'est donc rendu dans la banlieue de Stockholm pour rencontrer Fumi, Didi, Tamara qui se mettent en selle pour la première fois. Voilà, je sors de la station de métro Allenbergen, des barres d'immeubles, beaucoup d'immigrés. Et là, je vois un groupe de femmes avec Ruth. C'est la volontaire de Sikal Finandet, l'association qui organise ces cours.
Ce projet, la liberté en vélo, est surtout destiné à des femmes qui veulent apprendre car elles n'ont pas pu le faire dans leur pays d'origine où les femmes ne font pas de vélo. Si vous voulez vous intégrer à la société, surtout en Suède, c'est important de se déplacer ou d'aller au travail en vélo. Les femmes viennent vers nous, on n'a pas besoin de recruter. Est-ce que les freins fonctionnent? La sonnette? Ok, parfait, on peut commencer. Ah, donc là, Ruth montre comment on débute. Quand Ruditeur, qui n'arrive pas à décoller les pieds du sol, se mettre en selle quand on a dépassé la cinquantaine, ça n'a rien d'évident. Je viens d'Irak il y a 18 ans et c'est la première fois que je fais du vélo. C'est difficile. Dans ma jeunesse, dans les années 80, ce n'était pas possible pour les femmes de faire du vélo. Le poids des conventions sociales, des traditions ou la pauvreté explique souvent pourquoi les femmes ne font pas de vélo. Mais il y a d'autres raisons. Parmi les apprentis cyclistes, ce jour-là, il y a Didi, une indienne. À Bombay, c'est très dangereux de faire du vélo, donc je n'ai jamais essayé. Il y a aussi des raisons culturelles en plus du danger. Par exemple, mon patron à Stockholm, qui est aussi le dirigeant de l'entreprise, vient travailler en vélo parce qu'il aime ça. À Bombay, c'est une question de statut. Mon patron là-bas ne viendrait pas en vélo, mais avec une Mercedes ou une limousine. Faire du vélo, cela peut paraître anodin. Mais pour ces femmes, cela veut dire beaucoup. Je veux faire du vélo avec mon fils. Je veux aussi aller au travail en vélo. Je viens de Russie. Je veux apprendre pour pouvoir faire du vélo avec mon mari tout autour de Stockholm. C'est mon rêve. Si tu es prête. Après 5 séances de 2 heures, les apprentis cyclistes paradent autour d'un lac voisin pendant 5 km. Et pour Ruth, il se passe déjà quelque chose. Dans cette zone, il y a beaucoup d'immigrés, mais de l'autre côté, il n'y a que des Suédois. Et on se rencontre autour de ce lac. Les Suédois sont si impressionnés par ces femmes. Ils nous crient « Bon travail !» Et quand elles ont fini avec ça, ces femmes me disent que maintenant, elles voudraient apprendre à nager ou à faire du ski. Ce n'est qu'un début. Chaque année, rien que dans la capitale suédoise, 500 femmes participent à ce programme. Sodexo, Stockholm et RFI. Il est 6h17 à Stockholm, 23h17 à Mexico. Mexico, l'on rejoint notre correspondante Emmanuel Stels. Bonjour Emmanuel. Dimanche prochain, 6 juin, auront lieu au Mexique des élections législatives, régionales et municipales, le plus grand scrutin de l'histoire du pays. 21 000 postes d'élus en jeu et quelques 150 000 candidats. La moitié des États du pays vont renouveler leur gouverneur. Au niveau fédéral, le parti d'Andrés Manuel López Obrador devrait conserver son statut de première force politique du pays. Mais au-delà des enjeux politiques, la campagne a été marquée par un déferlement de vidéos électorales sur les réseaux sociaux. Emmanuel, les candidats montrent un véritable engouement pour le réseau TikTok en particulier. En effet, parmi tous les réseaux sociaux, c'est TikTok qui triomphe comme plateforme de promotion électorale cette année. Mais les contenus ne sont pas forcément axés sur le programme, les propositions concrètes des candidats. Ces derniers ont surtout un penchant pour les vidéos musicales et de danse, comme ce candidat qui fait une démonstration d'aérobic avec un groupe de mariachi qui joue en arrière-fond. Mais on voit aussi des candidats qui dialoguent avec des animaux comme s'il s'agissait d'électeurs, d'autres qui se battent avec des personnages imaginaires censés incarner la corruption ou encore des parodies de Star Wars. Donc c'est surtout l'humour ou les tentatives d'humour qui prédominent. Et le phénomène a pris une telle ampleur que les médias mexicains ont diagnostiqué ce qu'ils appellent la tiktokisation de la politica, ce qui signifie, vous l'aurez compris, la tiktokisation de la politique. Humour ou tentative d'humour, dites-vous Emmanuel. Pour la presse, qu'est-ce que ce phénomène révèle de la classe politique mexicaine ? Alors évidemment, les éditorialistes mexicains se moquent de cette tendance, de cette propension au ridicule des candidats. Ils estiment que ceux-ci ont recours à TikTok pour faire diversion, pour détourner l'attention de leur incapacité à présenter des propositions de fond pour convaincre les électeurs. C'est un véritable désert argumentatif et les médias estiment que c'est lié à la façon dont le président López Obrador monopolise le débat politique au Mexique. Le président tient toujours une conférence de presse quotidienne qui dure 2 heures et qu'il consacre ces jours-ci à parler des élections, évidemment. López Obrador pèse de tout son poids sur cette campagne et qu'ils appartiennent à son parti ou à un parti d'opposition. Il est donc difficile pour les candidats de se faire remarquer autrement qu'en jouant les bouffons. Est-ce que ces vidéos sur TikTok sont au moins électoralement rentables? Est-ce qu'elles atteignent un certain public?
Les candidats sont à la chasse aux voix des jeunes, c'est le public visé. Il y a 26 millions d'électeurs de moins de 30 ans au Mexique, un peu moins d'un tiers de l'électorat. Et ce qui est intéressant sur TikTok, c'est le potentiel viral de ces vidéos. Il y a un exemple d'un candidat qui a bâti toute sa carrière sur les réseaux, c'est Samuel Garcia qui veut devenir gouverneur de l'État du Nuevo León dans le Nord. Il a 33 ans, des millions d'abonnés et il dépense l'équivalent de 500 000 euros par semaine pour sa campagne sur les réseaux. Et même après avoir posté une vidéo où il recrée une scène culte de Titanic en scrutant l'horizon avec sa femme à l'avant d'une barque, il est globalement parvenu à éviter le ridicule dont se sont couverts beaucoup d'autres candidats sur TikTok. La TikTokisation de la politique mexicaine, c'était Emmanuel Stelz à Mexico avant les élections de dimanche prochain dans le pays. Merci à vous Emmanuel, 6h21 à Paris. RFI, toute l'actualité, Arnaud Pontus. Avec à la une ce matin sur RFI dans le prochain journal, le Mali suspendu des instances de la CEDEAO. Vous entendrez Mohamed Bazoum, le président du Niger, à l'issue de la réunion de la CEDEAO hier. Le pays est temporairement exclu des instances de l'Institution d'Afrique de l'Ouest après le coup de force des militaires au Mali. Les chefs d'État ne sont pas allés plus loin. On vous expliquera pourquoi tout au long de la matinée sur RFI. Également à la une Israël, avec l'attente toujours d'un nouveau gouvernement, et Naftali Bennett, le chef de file de la droite radicale, proche des colons, qui annonce son intention de former un gouvernement dit d'union et du changement avec le centriste Yair Lapid. Le centre israélien doit réunir les soutiens de 61 députés pour constituer une équipe. Avec le concours de la gauche et de 2 formations de droite, il en avait rassemblé 51. Le ralliement de Naftali Bennett en apporte 6 supplémentaires. Les 4 soutiens manquants pourraient venir des partis arabes israéliens qui ne se sont pas encore clairement positionnés. Ce serait donc la fin de l'ère Netanyahou, mais cela reste encore au conditionnel. Autre actualité au Proche-Orient, la première visite hier depuis 13 ans d'un chef de la diplomatie israélienne au Caire. Il a évoqué la consolidation du cessez-le-feu entre l'État hébreu et Gaza. RFI Matin. Et nous allons maintenant outre-mer, dans l'océan Indien, avec Benoît Ferrand, notre confrère de la première. Direction d'abord Mayotte, où la campagne électorale pour les élections départementales est dans le collimateur de l'Agence régionale de santé. Bonjour Benoît. Bonjour. Dans les meetings électoraux, entre embrassades et autres colliers de fleurs, le respect des gestes barrières ne serait plus en effet qu'un lointain souvenir, ce que déplore vivement, très vivement, vous allez l'entendre, la directrice de l'ARS Mayotte, Dominique Voinet. Elle est au micro de Chafanti Alibako. On a tous vu des images incroyables de candidats qui font des grosses réunions, qui embrassent toutes les personnes qui sont autour d'eux, qui se font embrasser, qui se font mettre des colliers, etc., etc. Évidemment, ça ne respecte pas les gestes barrières. Mais comment passer le message? Est-ce qu'on attend que la directrice de l'ARS dise ce qu'il faut faire? Tout le monde le sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce que sont les gestes barrières efficaces. La campagne électorale, ça doit être un intense moment de débat démocratique sur des arguments. Les gens ne vont pas voter pour vous simplement parce qu'on les aurait embrassés en leur filant le Covid. Donc il faut vraiment que les candidats, mais aussi les équipes municipales, les assesseurs, les personnes qui vont faire campagne autour des candidats fassent très attention aux gestes barrières, parce que derrière la campagne, il y aura des vacances, et que les vacances, ça doit être aussi une fête, et pas encore une menace supplémentaire. Et donc, franchement, posez-vous la question au moment de voter. Est-ce que vous votez pour quelqu'un qui porte des crochets ou pour quelqu'un qui vous aura embrassé? Est-ce que vous feriez confiance à quelqu'un qui n'a pas été capable, pendant sa campagne, de faire respecter les gestes barrières? Est-ce qu'il aura l'autorité et la sagesse nécessaires pour piloter la collectivité? On reste à Mayotte où 1353 entreprises ont été créées dans les secteurs marchands non agricoles en 2020, soit 33% de plus qu'en 2019, déjà une année record. Des chiffres qui font du département français de l'océan Indien, le département 101, la région française la plus dynamique dans la création d'entreprises. C'est ce que souligne l'INSEE Mayotte dans son dernier bulletin du mois de mai. L'augmentation, malgré l'épidémie de Covid-19, aurait été rendue possible grâce à la mise en place du statut de micro-entrepreneur depuis le mois de mai 2020. À Mayotte, la création d'entreprises sous forme sociétaire, SARL, SA, etc., a aussi fortement augmenté avec un taux de 29%, un taux supérieur même au taux national de 26%. Direction l'île de la Réunion pour terminer. La Réunion où, comme partout ailleurs, les mamans ont été fêtées hier.
avec moult embrassades et autres bouquets de fleurs. Et pour celles et ceux dont les mères ne sont hélas plus de ce monde, l'offrande des fleurs s'est faite au cimetière. Reportage Indrani Petiaï. C'est avec un bouquet de fleurs blanches